La bombinette Abarth est une séductrice née. Celle-ci m'a totalement conquis au point de l'acheter. Pourtant, notre idylle n'aura été qu'un feu de paille. Entre elle et moi, aujourd'hui, c'est l'heure de la rupture. Bonjour, je suis Alex Wagner, ingénieur motoriste avec une âme de BMiste et bienvenue dans un nouvel épisode explosif des BMistes où je vais lever le voile sur l'illusion Abarth. Là j'essaie de passer la puissance au sol, ça passe pas. Ça patine, ça tire dans tous les sens. On dirait un peu. Putain. Oh là là. Ah oui. J'ai tout de suite trouvé que c'était une voiture un peu débile. C'est pour ça que je l'ai achetée. Préparez-vous à découvrir pourquoi, derrière son charme envoûtant, se cache une réalité qui pourrait laisser plus d'un passionné de la conduite sur sa faim. D'abord, un grand merci à mon partenaire Car Vertical. Quand j'ai acheté ma fameuse M3 de 365 000 km, son compteur avait été changé suite à une panne et n'affichait que 128 000. Mon spécialiste BMW a rapidement corrigé ça, rétablissant le vrai kilométrage. Mais imaginez si quelqu'un de malhonnête s'en mêlait. C'est pourquoi quand j'inspecte une auto pour un client, j'ai mes 200 points de contrôle pour traquer la moindre anomalie. Car acheter une voiture est un investissement majeur où l'erreur n'est pas permise. Dans mon enquête, j'utilise Car Vertical pour éclairer le passé des voitures grâce à leur vaste base de données mondiale. D'ailleurs, c'est moi qui les ai contactés pour ce partenariat. En entrant le numéro de châssis, Car Vertical génère en quelques secondes un rapport complet. Ce rapport peut révéler des secrets troublants, dommages avec photos, déclaration de vol, importation ou manipulation kilométrique. Chaque inspection engage ma réputation d'ingénieur et Car Vertical m'assiste dans ce travail. Pour vérifier vous-même une voiture, cliquez sur le lien dans la description. Et en ce moment, avec le code LB, les BMistes ont droit à moins 20%. De rien. Quand vous voyez une Fiat 500 Abarth, peut-être que vous vous dites « il m'en faut absolument une ». Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, un artiste ou un agent immobilier, son allure va vous consommer au point de passer toute la nuit à essayer de vous convaincre qu'il vous faut une Abarth dans votre vie. Vous allez passer la nuit pendant que votre partenaire dort à parcourir les annonces et dévorer les essais. Je vous comprends, je suis passé par là. 180 chevaux dans une auto de la taille d'une chaussure, mais qui pourtant accueille 4 personnes et leurs sacs dans un véritable écrin de luxe, avec un toit cabriolet qui donne à chaque trajet un parfum de vacances. Avouez que l'offre est unique. Et puis, il y a cette frimousse faussement intimidante, échouant avec charme à masquer sa tendresse sous des airs de mini Lamborghini. Un visage féroce, des flancs ciselés par le vent, une assise fière sur ses jantes alliages. À l'arrière, une grille en guise de clin d'œil à l'époque où la Cinquecento avait son moteur à l'arrière. Et un diffuseur aérodynamique intégrant le clou du spectacle, les 2 trompettes de l'échappement Akrapovic, la marque pour les connaisseurs, dont le tonnerre, on va l'entendre dans quelques instants, est tellement puissant qu'il flirte avec l'illégalité. Et bien sûr le saut du Scorpion d'Abarth, gage de piquant au même titre que le M de BMW. Mais ne vous y trompez pas, cet Abarth est bien plus qu'un bambin déguisé avec une cape de Superman. Cette édition limitée 695 Rivale, fruit d'une collaboration avec le constructeur de yachts de luxe Riva, incarne l'élégance à l'italienne. Un hymne à la Dolce Vita où se mêlent terre et mer. À l'intérieur, le voyage nautique se poursuit avec un habillage en cuir bleu marine omniprésent enveloppant les sièges, les contreportes, le volant, la casquette de compteur, jusqu'au tapis de sol dans une étreinte nautique. Le thème marin est sublimé par l'acajou, essence emblématique des yachts Riva, qui orne la planche de bord et autres détails intérieurs. Mais au-delà de tout ce charme visuel, prenons le volant pour que je vous révèle pourquoi, malgré tout, j'ai demandé le divorce. Alors nous voilà à bord de l'Abarth 695 Rivale et tout de suite je retrouve l'opération séduction qui m'avait tant charmé lors de l'essai de conduite avant achat. Elle est nerveuse, elle est enthousiaste, elle est vivante, elle a une joie de vivre qui est évidente. Là je accélère, tout de suite elle se met à patiner, la puissance passe pas au sol malgré qu'on a un autobloquant, il faut dire que la chaussée est mouillée. Mais ça contribue au fun. Je me souviens quand j'ai pris le volant pour la première fois, j'ai tout de suite trouvé que c'était une voiture un peu débile, pas très compétente mais tellement fun. Et en général, je suis plutôt client pour ce genre de voiture. C'est pour ça que je l'ai acheté. Là, j'essaie de passer la puissance au sol, ça passe pas. Ah, il y a de la pêche.
Je ne sais pas si la voiture est vraiment puissante, mais en tout cas, elle donne une impression de couple de puissance parce que justement, la puissance n'est pas maîtrisée. Et ça, je trouve ça plutôt fun. Alors, on sort d'un rond-point, première, deuxième, ça patine, ça tire dans tous les sens. Troisième aussi, ça patine. Ah là là, c'est rigolo. C'est pas compétent, mais c'est fun, on s'amuse au volant. C'est une voiture vivante. Alors en termes de position de conduite, on est un peu assis comme sur un tabouret. Très en hauteur, très vertical, ça serait déroutant, sauf que là ça va bien avec la personnalité de la voiture. C'est une voiture qui est toute verticale, on est assis comme dessus, je me sens un peu comme, je sais pas, Mr Bean en train de conduire sa voiture depuis le toit. Ça va bien à l'état d'esprit de la voiture. Le pédalier est un peu mou, j'ai l'impression que les pédales sont petites, on dirait un peu... Putain. Oh là là. Ah oui, franchement elle arrache. Alors je ne sais pas si elle est vraiment rapide en soi ou performante, mais on a une impression de rapidité parce qu'elle a plus de puissance que de châssis. Le châssis est tout de suite saturé par le couple et la puissance, et donc on a l'impression d'une voiture un peu surmotorisée. Et ça, je dois dire, j'aime bien. Le pédalier, je disais, il est un peu petit, un peu léger, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de substance. La direction, pareil, à moins de mettre le mode sport, c'est quelque chose de très léger et non substantiel, qui communique pas grand-chose. La boîte de vitesse, elle est ok, elle se fait oublier, les rapports se verrouillent bien, elle se manie bien. Il manque une sixième, c'est dommage. Cela dit, à l'usage, même sur autoroute, vous savez, on n'a pas envie de rouler très vite avec ce genre de bagnole parce que on a tout de suite l'impression de s'envoler. Donc en fait, on s'accommode bien d'avoir que 5 rapports, à vrai dire. En termes de suspension, amortissement, raideur, la masse est bien contrôlée dans les virages. C'est ferme, c'est sûr, mais c'est pas aussi tape-cul que je m'attendais après avoir lu les essais. Non, il y a de l'amortissement, il y a un petit peu de subtilité. Je m'aperçois que la caméra vibre pas mal. C'est vrai qu'avec cette version décapotable, la rigidité de caisse, c'est pas son fort. On a de la flexion dans la structure, ça c'est pas top. Cependant, je trouve que la caméra vibre plus que la sensation que j'ai depuis le volant. C'est pas pire que n'importe quel Maserati ou Ferrari décapotable. Non, pour ce genre de voiture loisir, c'est pas choquant. Le moteur, il reprend bien. Là, je suis à... J'arrive pas à lire le compte-tour parce qu'il y a trop de trucs qui se passent là. Si je me mets en deuxième, là, à 2000 tours et je mets pied au plancher, là, il se passe rien. Et tout d'un coup, à 2600 tours, la puissance commence à arriver. Et après, vers 2800, il y a un déferlement et les roues avant commencent à patiner. Donc, on va dire que ça manque de progressivité. C'est pas très linéaire. Concernant la polyvalence, c'est une voiture que je connais bien. J'ai fait 5-6 000 km avec, notamment un road trip en Sardaigne pendant le mois d'août. Et c'est une voiture qui sait tout faire bien. Faire de la ville, évidemment, s'amuser sur des petites routes de campagne, bien entendu, mais aussi sur autoroute, elle est beaucoup plus raffinée qu'on ne le croirait. Même avec la capote fermée, il n'y a pas de bruit de vent, elle est bien insonorisée. Alors évidemment, c'est une voiture qui reste vivante sur autoroute, mais on peut faire des longs parcours sans se fatiguer, la position de conduite est confortable. Le seul truc, c'est que si on est en Allemagne et qu'on veut rouler très vite sur un autobahn, on n'a pas envie de l'emmener au-delà de 200 à l'heure parce que là, il commence à vraiment vibrer beaucoup et on sent que c'est une base de voiture modeste sur laquelle on a greffé un gros moteur puissant. Alors c'est assez fun, mais sur autobahn, non. C'est pas une voiture qui est conçue pour rouler bien au-delà de 200 pendant bien longtemps. Si vous aimez bien ces essais éclairs de modèles divers et variés, toujours d'un point de vue d'ingénieur motoriste fan de BM, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous pour m'encourager à continuer à en faire. Alors ce qui fait tout de suite mouche avec cette voiture, c'est évidemment sa compacité et donc son manque de poids. On sent tout de suite que c'est une voiture légère. Il n'y a pas d'empattement, donc elle est très manœuvrable, elle tourne, elle engage. Alors voyons comment est le moteur dans les tours.
Jusqu'à 5000, ça continue à tirer. Au-delà de 5000, ça commence à s'essouffler. On est sur des caractéristiques typiques de moteur turbo, en contraste total avec un moteur atmosphérique à haut rendement, où là, ça va hurler dans les tours. Ici, ça va avoir tendance à s'essouffler. En termes de sonorité, c'est une base moteur qui est modeste. C'est un simple 4 cylindres sur lequel on a greffé un turbo. Mais grâce à la ligne d'échappement Akrapovic, elle a vraiment un petit supplément d'âme et de caractère. Venons-en au point essentiel. Pourquoi je la vends? Il y a 3 points que je vois. Déjà, le côté incompétent, le côté surmotorisé, le châssis qui n'arrive pas à suivre le couple et la puissance du moteur. Autant c'est super fun quand on essaye une voiture pendant 15-30 minutes, autant à la longue, ça devient usant. La deuxième chose qui m'agace, c'est l'affichage des instruments dans le combiné. Ça varie qu'on soit sur le mode normal versus le mode sport. Par exemple, là, je suis en mode normal et j'ai le régime qui s'affiche sous forme d'une colonne à gauche du combiné. Si je passe en mode sport, le régime devient un cercle qui s'affiche au milieu. Pareil pour la température d'eau, pareil pour le niveau d'essence, pareil pour l'économètre. Tout change de place et donc il faut réfléchir à chaque fois. Ça me donne l'impression que c'est une voiture de Mickey. C'est pas sérieux. Et ça m'amène au troisième et dernier point qui m'agace, c'est le bouton sport. C'est un bouton qui commande pas mal de fonctions. Quand on enclenche le mode sport, ça varie l'accélérateur qui devient plus sensible, ça varie la pression de suralimentation qui monte plus haut, ça varie le poids dans la direction assistée, ça varie la sonorité à l'échappement, ça varie la fermeté de l'amortissement. Et de prime abord, on se dirait « Waouh, c'est vachement bien, c'est super sophistiqué, une voiture qui change tous ses paramètres. » C'est un peu comme si on avait 2 voitures en un truc un peu confort pour des roulages normaux de tous les jours. Et tout d'un coup, elle se transforme en voiture de sport quand on en a envie, quand on a envie d'attaquer. Sauf que, premier problème, c'est qu'on ne peut pas choisir certains paramètres plutôt que d'autres. Il y avait des moments, par exemple, quand j'attaquais sur des petites routes, où je voulais évidemment la sonorité plus forte du moteur, mais je voulais un amortissement plus souple parce que le revêtement était dégradé, et je voulais un accélérateur à course longue pour pouvoir bien doser la puissance en sortie de virage. Mais voilà, je ne pouvais pas choisir, j'étais obligé de prendre le tout. Non, ça va pas du tout ça. Pourquoi pas donner le contrôle au conducteur d'avoir certains des paramètres et pas d'autres? Également, la direction, quand elle s'alourdit, il y a plus de poids, certes, cependant, il n'y a pas plus de feeling, il n'y a pas un meilleur toucher de route, il n'y a pas une meilleure communication via le volant. Simplement, ça reste tout aussi inerte, mais avec plus de poids, donc ça sert à rien. Alors globalement, ça me donne un peu l'impression, cette voiture, que c'est un jouet. Et c'est pas un compliment. C'est-à-dire que c'est une sorte de pastiche caricaturale d'une voiture de sport qui aurait été imaginée par un adolescent prépubère. C'est une voiture qui charme quand on l'essaye initialement parce que débordante de caractère, mais à la longue, pour un passionné de conduite, ça le fait pas. Avez-vous déjà savouré la simplicité exquise de la cuisine italienne où moins se révèle souvent être tellement plus? Là-bas, une margarita simple éclipse souvent ses rivales plus élaborées grâce à l'expression pure de ses ingrédients. Et dans les bars à mozzarella de Rome, ce fromage traditionnel est dégusté pur, sans la distraction de tomates ajoutées. Meno è meglio, moins c'est mieux, pourrait être la devise non seulement de la gastronomie, mais de l'art automobile italien. La Fiat 500 de base incarne à merveille cette philosophie. Mais quand Abarth concocte sa version élaborée, c'est là que ça se complique, parce que l'Abarth promet plus qu'elle ne peut délivrer. J'ai payé mon Abarth plus cher que ma BM M3 E36 3,2 litres. Alors, je sais, c'est une comparaison entre pommes et oranges, mais tout ça pour dire qu'au-delà d'un certain niveau de prix et avec un positionnement sportif, je pense qu'on est en droit d'attendre quelque chose qui tienne mieux la route, au sens propre comme au sens figuré. Vous l'aurez compris, malgré son charme indéniable, l'Abarth et moi, c'est pas une histoire qui dure. Pourtant, le couple qui me l'achète, ils seront là dans une heure, sont de véritables Abarth addicts. Ils en sont à leur 7e récidive, témoins de l'attachement profond que certains peuvent ressentir pour ces voitures. La communauté Abarth, vaste et passionnée, ne manquera certainement pas de me le rappeler. J'espère simplement qu'ils seront indulgents avec moi dans les commentaires.
Alors à qui l'Abarth est-elle destinée? En tant que citadine chic et pétillante, elle excelle. Comme troisième ou quatrième voiture pour un collectionneur qui privilégie le caractère devant la compétence pure, ça le fait aussi. Ou encore comme véhicule unique pour un amateur de voitures charismatiques qui veut plus qu'un simple déplaçoir, sans pour autant être passionné de la conduite au sens pur du terme. Quand je parle de passionnés de conduite, je pense à ceux pour qui prendre la route sans destination précise pour le simple plaisir de conduire est une quête. Ceux aussi qui recherchent une interaction sensorielle avec leur voiture, pour qui le toucher de route, l'engagement et la communication avec la voiture sont des critères essentiels. Ceux, enfin, qui voient dans la conduite un véritable art, une méditation pleine conscience, une forme de développement personnel continu. Pour ces passionnés de conduite, une BM ou une Porsche d'entrée de gamme offriront sans doute une satisfaction plus durable au volant. Maintenant, regarde mon dernier essai éclair, une aventure qui s'annonce explosive. Je vais vous parler d'une autre de mes conquêtes automobiles, une relation qui, malheureusement, là encore, se termine en divorce. Ma décision de partager cette vidéo n'a pas été prise à la légère, parce que mon opinion diverge radicalement de l'enthousiasme qui entoure ce modèle. Le débat promet d'être animé.